Chers amis du PP, Oh non, mais d'où il sort? Ça fait 6 mois qu'on l'a pas vu. Ah, je me demandais s'il n'était pas mort. j'ai vu que certains s'impatientaient de ne pas voir de nouvelles vidéos. J'ai eu des mails me demandant si tout allait bien en ces périodes de coronavirus. Alors deux petits mots d'explication. Je sors d'une période de moine écrivain. J'étais reclus, alors tantôt chez moi, et puis j'ai aussi passé un peu plus de 2 mois à l'étranger, plus au calme, pour essayer de terminer mon deuxième livre qui aurait dû sortir là début avril, qui est maintenant retardé. Et voilà, dis-le, c'est juste pour faire de la pub pour ce bouquin qui n'est même pas encore sorti. Ah là là là, c'est pitoyable. Donc j'ai l'intention, comme l'an dernier, et à ce stade, évidemment, je ne sais pas si je vais être en mesure de tenir mes intentions, mais de continuer à vous montrer ce qui se passe dans le potager du paresseux. Je ne suis pas dans la course à l'audience, hein, vous le savez, contrairement à d'autres. Donc non, 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 c'est parce que des fois, j'ai des choses intéressantes à vous montrer. Malheureusement, la caméra, des fois, est rangée, des fois, la batterie est à plat. Il m'arrive quelques déconvenues techniques. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà 10 minutes pour ne rien dire. Ne rien dire. C'est pas possible, ce gars. Mais donc là, retour hein, au potager et très exactement, je vais commencer par poser 2 ou 3 réflexions qui tournent autour de qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce que c'est le printemps, etc. Alors première chose, je vous exhorte à regarder autour de vous. Mais qu'est-ce que tu crois? On n'est pas aveugle, on regarde. Vous ne pouvez pas être persuadé qu'une bonne façon de jardiner, c'est de travailler avec la nature et de vous remettre pour ce qui est des dates de semis, des dates de travaux, à des calendriers publiés de ci, de là, dans des guides, par des gens qui sont dans des conditions complètement différentes des vôtres. La première chose, c'est d'appréhender correctement son climat. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de climato, mais quand même, par exemple, aujourd'hui, là, magnifique soleil. Vent du nord-est à peu près 10 km/h. Ce n'est pas un vent fort, hein, mais suffisant pour que mes cheveux volent. 10, 11 degrés température extérieure, juste à la limite pour que mes doigts ne soient pas engourdis. Hein, je prends des médicaments pour ralentir mon cœur et pour faire chuter ma tension, ce qui se traduit par une mauvaise irrigation des bouts des doigts. Et donc j'ai un indicateur très simple. Quand mes doigts sont engourdis, c'est qu'il fait trop frais pour que ça pousse bien. Allez, ça y est, encore son histoire d'insuffisance cardiaque. Ça, c'est juste pour faire pleurnicher dans les chaumières, pour nous attendrir. Rien à voir avec le potager. Il va faire probablement, chez moi ici, -2, -3 cette nuit. Pourquoi? Temps clair, vent du nord-est, air extrêmement limpide. Et par conséquent, la température n'aura pas suffisamment réchauffé les basses couches de l'atmosphère, le sol, et cette nuit, il va y avoir un rayonnement, une perte de la chaleur qui va partir dans l'espace. Hein, ça va aller vers la Lune et au-delà de la Lune et au-delà du Soleil, etc. Rayonnement, comme nous percevons l'énergie du Soleil qui traverse l'espace pour nous parvenir, de la même façon, cette nuit, nous enverrons des rayonnements invisibles, hein, mais vers l'espace. Et ça marche d'autant mieux que le ciel est clair. Donc,
un ciel sans nuages, mais riche en eau, riche en vapeur d'eau, donc un peu plus trouble, rayonnera moins, et un ciel chargé de nuages rayonnera encore moins. Donc s'il y avait des nuages, il n'y aurait pas le soleil, ça c'est un beau sophisme. Bah, avant de causer, apprends le français, c'est pas possible. C'est pas un sophisme, c'est une tautologie. Un sophisme, c'est quand une phrase qui paraît vraie est fausse. Mais cette nuit, ma température descendrait sans doute beaucoup moins. Et tout ça situé dans un climat qui est ici un climat continental dans l'Est. Hier, à cet endroit-là, il y avait un mélange de pluie et de neige, une sorte de grésil. Les monts qui sont juste là étaient blancs ce matin. Encore une fois mal cadré, on voit rien, on voit rien. Donc il est évident que ici, je ne vais pas jardiner comme des gens en bas dans la plaine. Ils ont 3 degrés de plus en moyenne. Quand la neige tient chez moi, elle ne tient pas chez eux, très souvent. Donc voilà, je ne vais pas jardiner comme quelqu'un qui est dans le Midi. Je ne vais pas jardiner quelqu'un qui est dans notre douce Anjou, etc. La première chose, si vous voulez jardiner de façon appropriée avec la nature, c'est de marcher les yeux ouverts, et non pas les yeux ouverts sur des écrans à la con, les yeux ouverts sur ce qui se passe autour de vous. Et je vais vous montrer quelques-uns des indicateurs que j'utilise moi à mon niveau, mais vous trouverez très facilement les vôtres. Il suffit pendant 1 ou 2 ans de jardiner les yeux ouverts, d'enregistrer dans votre cerveau qui, je l'espère, n'est pas encore abruti. Ah ben voilà, pendant qu'il y est, traite-nous d'abruti. Alors ça, c'est la meilleure. Abruti. Et donc, vous remarquerez des choses, comme par exemple ce forsythia. Forsythia ici derrière moi, je ne sais pas s'il est dans l'écran, mais je le filmerai. Eh ben non, on voit pas. C'est jamais cadré dans tes trucs. Apprends à filmer si tu veux faire des vidéos. Qui me dit que Didier, il faut que tu te bouges le cul pour vite faire tes plaques de semis et préparer donc les plants que je ne mettrai en place chez moi ici que la 2e quinzaine de mai, voire selon la météo, dans la première quinzaine de juin, parce que d'ici là, je risque encore, jusqu'à la 2e quinzaine de mai, je risque encore des gelées sévères. Donc voilà pour situer, et par contre, si vous êtes dans la douce Normandie, etc., vous ne vous posez pas du tout ce genre de questions. Donc première chose, regardez un peu la nature, jusque cet arbre-là qui commence à fleurir, c'est un des premiers. En bas, c'est haies, ça, ce sont des pruneliers, parmi les premiers qui fleurissent. Vous trouverez vos plantes indicatrices qui vous disent certaines que l'air, donc par exemple le forsythia, lui, va être relativement sensible à la température, on va dire, de l'atmosphère. D'autres, notamment les bulbes qui sont dans le sol, 10 cm dans le sol, sont d'excellents indicateurs de la température moyenne du sol. Et tout ça va vous dire, restez calme, lisez un bon livre, ça ne sert à rien de s'agiter, il est trop tôt, ou alors, au contraire, comme c'est le cas chez moi, mais bon, chez moi c'est un peu chronique, je suis toujours en retard, je ne sais pas comment je fais, mais chroniquement en retard. Indicateur tout con, je pense que vous le voyez dans le fond de l'image. Non, on voit rien, on voit rien, c'est comme d'habitude mal cadré. L'herbe dans la partie verger là-bas, vert tendre qui a déjà commencé à repousser, est un très bon indicateur de température du sol et que la nature commence à se bouger. Et Didier, il va falloir que tu bouges ton cul. C'est aussi simple que ça. Voilà, je vous ferai donc cette petite introduction sur ce qu'on appelle les stades phénologiques, c'est-à-dire les stades atteints par différentes plantes et qui sont, pour certaines, décrits avec beaucoup de précision, font partie du jargon technique
que les techniciens utilisent, par exemple, pour des travaux, pour des traitements, alors c'est la taille des bourgeons, le nombre de feuilles, la longueur des bourgeons, le stade de la floraison, etc. On va regarder ça, je vais vous en mettre comme ça une rafale pour ce qui correspond à ma situation. Ne me copiez pas, je vous invite à trouver les stades phénologiques de votre coin, notez-les dans votre mémoire et vous n'êtes pas obligé de savoir que cette fleur jaune-là est un forsythia. Vous l'appelez la fleur jaune de Mahé à gauche et vous retenez sa floraison chaque année. Elle vous indiquera que la nature est en train de se bouger et que Didier ferait bien d'en faire autant. Alors ici le cassissier donc, qui sort ses premières feuilles, donc les bourgeons qui sont en train de s'ouvrir, mais pas encore de fleurs. Donc avant cela, donc, il y a 4 semaines déjà, on voyait les bourgeons qui enflaient et qui étaient donc un signe que la végétation allait repartir. Alors idem pour le framboisier qui est déjà plus avancé. Là vous voyez que chaque bourgeon s'est déjà ouvert et qu'il y a un petit bout de tige qui s'est formé et qu'au bout de certaines de ces tiges, vous voyez les bourgeons floraux qui se sont formés. Donc très prochainement, si la météo est favorable, ces fleurs vont éclore et commencer à la formation des fruits. Il n'est pas rare chez moi que les framboisiers se prennent un petit coup de gel parce qu'ils sont trop en avance. Peut-être que je n'ai pas non plus la bonne variété. J'avoue que ce sont des framboisiers qu'on m'a donnés et que je ne sais pas de quelle variété il s'agit. Alors le poirier ici a commencé sa floraison, donc lui c'est le premier. Va suivre très prochainement les reines claudes où les premières fleurs sont écloses alors que le pommier ici est toujours en train de roupiller. En bas, le cerisier commence tout juste à former, à ouvrir ses bourgeons qui vont donner des feuilles. Par terre, 2 plantes indicatrices, on va dire plutôt de température du sol. D'un côté, la prime vert commune, prime vert officinale, et d'un autre côté, une plante qui est liée à mon héritage et à mon voisinage forestier, l'anémone sylvie. Donc une petite anémone là, qui bouge beaucoup. Elle a un mécanisme très particulier. Elle pousse souvent dans la forêt ou en lisière de forêt. Là, par exemple, sous ces arbres fruitiers ou sous le chêne là-bas. Elle va faire son cycle, aura fini sa floraison, aura rempli ses rhizomes quand les arbres vont se couvrir des feuilles. Donc c'est une plante qui prend tout le monde de vitesse, sachant qu'ensuite, les autres qui sont au-dessus vont lui piquer la lumière. Et voilà donc ici, sous le grand chêne, sous lequel de temps en temps je rends la justice. C'est des conneries ça. Vous avez cette graminée-là que je n'ai pas identifiée, probablement, ou peut-être plutôt, soyons prudents, un brome, qui lui aussi, donc, sachant que la lumière lui sera comptée prochainement, se précipite. Donc reprise de la croissance des graminées, signe que le système se réchauffe. Et ici donc ces bouquets d'anémones sylvie qui sont un indicateur très très précis bien avant donc l'arrivée plus tard par exemple du muguet que j'ai en haut. Autre plante indicatrice ici, la ficaire. La ficaire est aussi une plante qui a ce mécanisme-là, des petits, alors je ne sais pas, est-ce que ce sont des tubercules, en tout cas des petits organes souterrains, comme des toutes petites patates, un peu en doigts, et qui lui permettent au printemps de sortir très vite, faire la photosynthèse avant que ce foutu chêne ne se couvre de feuilles, et elle est déjà
en floraison, une petite fleur jaune. Et puis ensuite, elle va naturellement disparaître. Dans un mois, vous filmez ici, vous ne voyez plus cette ficère. Elle a terminé sa saison. Alors, une des premières plantes utiles, entre guillemets, à se réveiller et à fleurir, elle est déjà en train de finir sa floraison. Il y a déjà les premiers fruits en place. C'est le chèvrefeuille du Kamtchatka, appelé baie de mai. Forme une petite baie rouge violacée, hein, couleur un peu cassis. Elle n'est pas succulente, mais comme c'est le premier fruit de l'année, on se jette quand même dessus. Il n'en produit pas non plus énormément, mais très très bon indicateur, puisque donc cette plante est extrêmement rapide et la première à vraiment se mettre en branle au niveau du jardin. Très populaire hein, dans l'est de la France, c'est la rhubarbe. Donc là aussi, quand vous voyez les premiers rejets de ces rhubarbes, hein, donc l'hiver, la partie aérienne de la plante, chez nous en tout cas, disparaît complètement et elle repart de zéro. Ça, ce sont les anciens pédoncules qui portaient les fleurs, qui sont tombés au sol, tiges creuses que j'affectionne tout particulièrement, que j'aime bien laisser parce que très souvent, c'est des refuges pour toutes sortes d'organismes. Là, en l'occurrence, je tombe sur un banal cloporte, rien de bien faramineux. Des fois, je tombe sur une limace qui trouve refuge là-dedans. Et puis, des fois, ce sont d'autres insectes. Là, il y a tout plein de larves et de choses dont j'ignore absolument ce que c'est. Hein. J'ai déjà dit dans une autre vidéo que je ne suis un très mauvais entomologiste, un très mauvais connaisseur des insectes, notamment des tout petits insectes, etc. Malheureusement. Alors je me suis fixé une règle très simple. Dans la nature, tout a une place. Tout participe à des cycles et au bout du cycle, il y a peut-être, avec une certaine chance, un des parasites qui m'enquiquine, moi, le puceron, le ceci, le cela, qui se fera ravager par un insecte qui lui-même s'est nourri, a survécu durant l'hiver. Donc quand je ne connais pas, je pars du principe que ça a 99% de chances d'être utile et que il n'y a aucune raison de détruire cela, sauf si c'est un emmerdeur avéré. Alors, stade phénologique toujours, cette mâche spontanée jusqu'à hier. On a encore mangé un grand saladier de mâche, je vais peut-être encore en glaner une dernière fois, mais la mâche commence à monter en graines, hein, ça se voit quand les tiges s'allonge comme ça, donc très prochainement une inflorescence va se former pour produire des fleurs et des graines. Et donc quand la mâche commence à monter, là aussi, signe que le printemps horticole, hein, pas le printemps sur le calendrier, vous le savez, je sais aussi que le printemps cette année c'était le 20 mars, mais ça c'est, on va dire, administratif. Le printemps au potager, et là, la mâche, très vite, va fleurir, produire des graines, et puis disparaître. Alors certaines ornementales hein, sont de très bonnes indicatrices. Ici, j'ai planté quelques crocus. Là, c'est carrément du crocus pour produire normalement du safran. Et en fait, il est ici pour un essai, à savoir si les ratopiers sont attirés, comme je le pense, par les bulbes de ces crocus et par conséquent ça pourrait être une des plantes martyrs dont j'aime truffer le jardin. Mais donc parmi les premières plantes à émerger au printemps, parmi les premières ornementales, vous aurez les crocus qui des fois percent la neige et donc qui vous alertent que ça c'est reparti. Hein.
pas la peine de se précipiter trop vite, mais ça veut dire qu'il faut commencer à songer, à penser, à regarder les calendriers, à se remémorer, etc. Alors parmi les ornementales bulbeuses, hein, la jacinthe. Donc la jacinthe, elle vient un peu en deuxième ou troisième rideau, hein, donc après d'autres qui normalement vous ont alerté. On vient de citer les crocus. Il y a aussi les jonquilles, les tulipes, c'est encore plus tard. Donc ça vous donne comme ça un étagement pour savoir où vous en êtes de votre saison. Je rappelle donc bulbeuse, très bonnes indicatrices de température du sol, hein, puisque donc le bulbe il est à une dizaine de centimètres dans le sol, et donc en quelque sorte en relation avec l'activité des bactéries et des champignons et des vers de terre dans le sol. Donc quelque chose, les bulbeuses, qu'il faut avoir à l'œil. Ici, du côté du jardin d'ornement, également un certain nombre de plantes, on va dire, étagées. Première en général à se manifester, ce sont les élébores. Élébores qui, là aussi, souvent, chez nous en tout cas, cohabitent avec la neige. Très remarquable ce rosier de Damas. Premier rejet de feuilles, il y a déjà plus d'un mois. Non, il n'y a pas encore de bourgeons floraux, mais enfin, il est déjà très en avance. Donc ensuite, on en a parlé, les jonquilles qui sont des bulbeuses que vous avez ici dans la pelouse ou ici dans la partie ornementale. Les deux baies de mai en fleurs, hein, comme ceux du potager en bas. Donc il y en a ici, il y en a en bas. Tout ça, très bonnes indications que c'est bien parti. Et puis vous avez un certain nombre de rejets à partir de souches, des lys qui commencent à rejeter, et puis d'autres plantes, je ne me souviens même plus tout ce qu'il y a dans cette partie-là. Et donc tout ça, c'est l'indication que la vie est en train de se remettre en route et qu'il va falloir s'y mettre. Il va falloir s'y mettre. Là, de l'aronia qui a déjà des bouquets floraux. J'en profite ici, devant la maison, pour vous montrer les toutes dernières fleurs de cet ornemental qui fleurit, lui, en plein janvier. Il s'agit du jasmin d'hiver, Jasminus nudiflorum, qui a donc cette remarquable propriété de fleurir alors qu'il n'y a pas de feuilles en plein mois de janvier. Là, il était en fleurs quand nous sommes revenus fin janvier. Alors là aussi, indicateur très précoce, hein, les chatons des noisetiers qui, là aussi, cette année, étaient déjà en place le 25 janvier à notre retour. Alors, indicateur précoce, là, il est passé, hein, mais quand les bourgeons des saules commencent à gonfler, là aussi, ça fait partie des premiers signes de remise en route de la nature et de fonctionnement. Plante extrêmement mellifère. J'aurais du mal à le filmer, mais là il y a un bourdon qui est en train de gloutonner ces fleurs. Il fait encore trop froid chez nous pour que les abeilles soient sorties, mais sinon il y aurait là-dessus sans doute les abeilles et d'autres butineurs. Donc les saules également, quelque chose à avoir à proximité ici. Ça vient naturellement dans une friche, hein, une ancienne prairie qui n'a plus été fauchée depuis une bonne douzaine d'années et qui est donc maintenant devenue une très belle friche, ce qu'on pourrait aussi appeler un havre de biodiversité, depuis les sangliers que des fois on trouve nichés là-dessus, à toutes ces plantes, un sureau qui bientôt va élever sans doute des pucerons, va attirer
tous les auxiliaires. Voilà, chose intéressante, donc cette friche ici à ma gauche est en continuité avec la haie, côté nord de notre maison, qui file tout droit vers le potager. Donc un espèce de corridor dans lequel un certain nombre d'organismes vivants, d'oiseaux, de reptiles, d'insectes, etc., vont circuler entre friches, forêts, le long de la maison, potager qui se trouve plus bas. Bon, alors pour que vous puissiez situer où ont été prises ces images, vous voyez la serre tunnel juste là, et donc cette haie qui descend ici, et la haie côté nord de mon potager. Je suis dans la prairie du voisin, hein, et que je partage à l'instant avec un cheval. Je ne sais pas s'il est dans l'image. Il est en train de brouter ce qu'il trouve. Mais ce n'est pas le sujet. Je voulais filmer cette partie-là. Je vais mettre la caméra de l'autre côté. Ce que je voulais donc vous montrer, c'est aussi un des signes qui nous montre que le printemps ne va pas tarder, même si ce n'est pas un stade phénologique, hein, c'est le travail remarquable des rats taupiers. Donc ici, dans cette prairie entièrement naturelle, hein, on est là dans un biotope brouté par des chevaux, pas de fertilisation excessive, pas de fertilisation du tout d'ailleurs, pas de traitement, pas de glyphosate, pas de Roundup, une ligne électrique qui passe sur laquelle je vois souvent des faucons cresserelles. Je vois régulièrement des rapaces qui tournent. Dans les bosquets qui est juste en bas, il y a à coup sûr des renards. J'entends chaque année des renardeaux qui clapissent parce qu'ils ont faim quand leur mère est sortie. Donc un espace naturel et pourtant donc une invasion de rats taupiers. Donc la reprise d'activité, la construction de toutes ces taupinières date du mois de janvier, début février. Donc ils ont été actifs parce que les températures étaient remontées, sans doute parce que les températures du sol étaient un peu plus clémentes. Et alors je ne sais pas ce qui les conduit à modifier ou à développer leur habitat, mais dans les régions donc, où il y a des rats taupiers, c'est un signe qu'il faut commencer à se préparer et à commencer à jardiner tout en sachant qu'on a un concurrent extrêmement sérieux, extrêmement sévère dans certaines régions. Ici, dans l'Est, Franche-Comté, Massif central, etc. D'autres régions sont davantage épargnées et ne pensez pas que l'équilibre naturel se suffit à lui-même pour résoudre ce problème. Bien entendu, quand vous allez mettre une couche de foin, vous allez encore lui favoriser la vie et il va falloir lutter. J'ai déjà fait quelques vidéos sur le piégeage, etc. Donc voilà, autre stade, autre signalement au printemps qui vous dit que tout est en train de repartir pour une nouvelle saison. Alors en faisant mon travelling, je tombe sur cette belle ligne de taupinières, hein. On appelle ça des taupinières, même si c'est des rats taupiers. Tac, 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 tac. On voit bien comment ils ont creusé un tunnel. Clac, 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 clac. C'est plus récent que ce que je vous ai filmé dans le travelling. Là, la terre est toute meuble et ça prend la direction, tout droit, la direction du potager, hein, dont je m'approche et dont vous voyez la serre au fond de l'image. Tac, 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 tac. Là, il y en a un. A priori, ah non, ça continue. Là, il y en a déjà.
Donc voilà, ils sont là. Ils sont là. Et ça ne va pas tarder donc à débarquer dans mon potager. On va s'appuyer sur ce saule qui n'a pas eu le temps de fleurir, hein, puisque donc je l'ai coupé pour commencer en un tétard, et ça a servi donc à la production de BRF. Donc il va refaire là très prochainement, d'ici 2-3 semaines, des branches et des feuilles, donc il ne va en rien mourir, hein. Et donc j'en ai quelques-uns comme ça que je taille régulièrement. Régulièrement, c'est tous les 2 ans, pour produire mon BRF. Voilà, donc je vais vous laisser avec cette image. Le vent est un peu moins perceptible ici, à l'abri de la forêt derrière moi. Là, il fait bon, mais demain matin, je m'attends à un coup de -3. Donc prudence, je vais quand même poursuivre les mises en place petit à petit dans le potager. Bon, le sens de cette vidéo, hein, donc d'abord c'était pour vous dire que je me porte bien, je me confine. Je suis donc un confiné, même strict, hein, depuis 13 jours. Je n'ai rencontré personne d'autre que mon épouse qui elle-même n'a rencontré personne d'autre. Je crains, hein, je porte 3 facteurs de risque. Mon âge, qui sans être vénérable commence à être appréciable, une insuffisance cardiaque assez sévère, hein, et un petit diabète que pour l'instant je soigne uniquement avec ma façon de se nourrir, etc., sans médicaments, sans insuline, mais je suis quand même officiellement déclaré diabétique, et donc comme j'essaie de l'expliquer à mes enfants, j'ai peu de chances d'attraper le virus, mais si je l'attrape, il est clair que j'ai une probabilité assez élevée d'y passer. Je situe ça vers les 15-20%, hein, ce qui n'est pas rien, hein, une chance sur 5 de mourir. Donc je suis extrêmement sérieux avec le confinement. Mon épouse recommence le travail demain, et on va prendre des mesures très très strictes. Donc elle va essayer de rester le plus souvent possible au travail, et quand elle rentre, des procédures quasiment celles de l'hôpital, désinfection de la poignée. Je ne touche pas la voiture qu'elle a utilisée. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est tout simplement que j'aimerais bien encore faire 75 vidéos ou quelque chose comme ça avant de mourir plus paisiblement que par une saloperie de coronavirus qui passe par là. Je vais me dispenser de philosopher un peu, j'ai bien une idée aussi sur le sens que tout cela a, ou en tout cas le sens que cela devrait nous donner. Mais je ne suis pas sûr qu'une fois la crise passée, on ne se précipite pas sur le dernier modèle d'iPhone qui sera sorti, plutôt que de réfléchir un peu à ce que le virus aurait pu nous inspirer comme philosophie pour être mieux armé dans la vie. Allez, donc je suis un confiné, et je préfère ça largement à être un confiné. Ciao. Bon, avec tout ça, la nuit est tombée. 30 minutes et j'ai rien appris, rien. Voilà. Je sais toujours pas quand il faut semer les radis. Quand est-ce qu'on plante les pommes de terre? Rien. Voilà. Je comprends pas que les gens regardent et passent leur temps à regarder des âneries pareilles, quoi. Ça n'est rien comprendre. Ça, c'est des conneries de YouTube, quoi. YouTube, n'importe qui, mais n'importe quoi. Ça n'a aucun sens, mais les gens regardent. Il y a des imbéciles qui regardent ça. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, allez, je vais aller me coucher.